Alors, oui, il y a beaucoup à dire sur les enfants adoptés. C'est vrai qu'on en voit beaucoup, ce qui ne veut pas dire que c'est toujours compliqué les adoptions, mais évidemment, on voit ceux qui vont moins bien, hein, c'est certain. Mais les doubles soleils, vous savez, quand les adoptions sont réussies, c'est vrai que quelquefois, quand ça se passe bien avec la famille adoptante, euh, quelquefois ils doublent les choses, ils mettent deux maisons, ils mettent deux soleils, on voit les choses comme ça en double, mais c'est pas du tout systématique qu'un enfant adopté va mettre deux soleils dans son dessin. De toute façon, il n'y a rien de systématique dans les dessins. Il n'y a pas de, il n'y a pas de clé des dessins, pas plus qu'il y a de clé des songes. Le même dessin ne veut pas du tout dire la même chose. Tout ce qu'on sait, c'est que le dessin, au moment où il est dessiné, dit quelque chose de cet enfant-là à ce moment-là. Alors, les histoires de double, les enfants jumeaux peuvent aussi tout à fait mettre des choses en double. Les enfants qui ont, dans les familles recomposées, qui ont un père et un beau-père, peuvent tout à fait aussi mettre deux soleils dans le dessin. Vous voyez, et ça va dépendre, ce moment-là, de l'histoire de l'enfant. Donc on ne peut pas dire, allez, tous les enfants adoptés mettre deux soleils dans les dessins, c'est pas du tout vrai. Pas plus qu'on peut dire tous les enfants adoptés vont mal ou tous les enfants adoptés vont bien. À chaque fois, une histoire se rejoue. Ça va dépendre aussi beaucoup de comment les parents, parce que c'est très difficile de vivre une adoption pour les parents, de comment les parents vivent cette adoption, et aussi de ce qui va être donné à l'enfant comme autorisation de penser cette adoption. C'est-à-dire, je ne sais pas en Bulgarie, mais en France, c'est un organisme qui s'appelle l'aide sociale à l'enfance, qui organise les adoptions quand les enfants ont été abandonnés sous X ou abandonnés plus tard, ou quand ils viennent d'autres pays. Et les consignes qui sont données aux parents, euh, qui partent d'une bonne intention psychologique, sont des consignes qui ne correspondent pas toujours forcément à ce que les parents pourraient dire à cet enfant s'il parlait vrai. S'il parlait vrai. Et en plus, on leur dit qu'il faut dire à l'enfant que ses parents de naissance étaient très gentils, puisqu'ils ont fait cadeau de cet enfant à une famille, à une autre famille pour l'élever, et que c'est un don d'amour. Et quand on dit ça à un enfant et qu'on le répète et qu'on le martèle, le problème c'est que l'enfant ne peut plus rien exprimer de la violence, parce que adoption veut dire aussi abandon. Et du coup, on oublie qu'il y a eu ce temps d'abandon, même s'ils avaient 4 jours de vie. Il y a eu ce temps d'abandon à la naissance, et l'enfant n'a plus le droit, ne se sent plus autorisé à en parler. Si on lui dit toute la journée, tes parents de naissance étaient merveilleux, grâce à eux tu es là, il faut qu'il puisse aussi poser ses questions à lui. Les enfants ont plein de questions. Ils savent poser des questions qui concernent le désir des parents, adoptifs, là pour le coup, puisqu'ils vivent avec, mais aussi le désir des parents qui les ont abandonnés et la possibilité de poser vraiment cette question. Or, c'est quelquefois très difficile pour une famille qui adopte euh, de, de penser, même pas d'accepter, de penser le fait qu'il y a eu d'autres parents au départ. Donc voilà, c'est aussi toutes ces questions-là qui se posent avec l'adoption. Et le double soleil, c'est quelquefois aussi, ou les doubles choses dans les dessins, c'est aussi quand l'enfant n'arrive pas à renoncer à l'un pour passer à l'autre, vous voyez. Mais on ne peut pas dire que ce soit quelque chose de systématique. Voilà ce que je peux vous dire. Mais ça, ce serait, il nous faudrait des heures de travail pour parler de l'adoption. C'est un sujet très intéressant. Et très délicat, encore, évidemment, peut-être encore plus aujourd'hui, que ça a pu l'être autrefois ou dans d'autres cultures. Je vois par exemple les enfants qui viennent de Polynésie, connaissent leur famille de naissance, retournent les voir quelquefois, savent d'où ils viennent, parce qu'en Polynésie c'est très traditionnel
de donner à l'adoption un de ses enfants à une autre famille. Donc, ça peut être une famille du village. Et du coup, il propose aussi de les donner quand ils pensent qu'ils vont faire des études, s'ils viennent en France. Mais ils gardent le contact. Vous savez que Winnicott disait qu'il ne devrait pas y avoir d'adoption. Alors, évidemment qu'il était pour le fait que les enfants ne restent pas tout seuls, hein, ou dans des orphelinats. Mais il disait pas d'adoption où on ne sache pas qui sont les parents de naissance. Pas d'adoption où quelque chose de l'identité de l'enfant a été kidnappé au moment de sa naissance. Et il faut adopter un enfant, qu'il porte aussi le nom des gens qui adoptent, c'est ce que disait Winnicott, qu'il vive évidemment avec les gens qui l'adoptent, qu'il hérite des gens qui l'adoptent, que les gens qui l'adoptent s'occupent de ses études, enfin, tout à fait comme un enfant naturel, mais sans avoir effacé l'origine. C'est ce qu'en France, je ne sais pas du tout en Bulgarie comment ça fonctionne, en France il y a deux types d'adoption, il y a l'adoption plénière, où là, les origines de l'enfant ne sont plus là, et l'adoption simple, où les parents adoptent un enfant, mais en adoption simple, c'est-à-dire qu'ils gardent la référence à la famille de naissance. Et Winnicott lui disait que ça, c'était la meilleure formule pour une adoption. Alors, je ne sais pas ce qui est la meilleure formule pour l'adoption. Vraiment, je pense que le plus important, c'est l'état d'esprit des parents qui adoptent. Comment ils vont vivre, eux, l'idée, comment une maman qui adopte, et qui est vraiment une maman, parce qu'elle va s'occuper de l'enfant, et que ce soit au niveau de la vie de tous les jours, ou au niveau psychique, elle va vraiment être en position de mère, mais comment cette maman qui adopte va vivre le fait que ce bébé ne vient pas de son ventre. Voilà. Donc c'est ça qui a travaillé aussi. Il y a à peu près, ça a commencé à peu près en Amérique, avec une étude qui s'appelle l'étude Samsara, qui date de 2008. Ça a été la première grande étude sur le devenir psychique et psychiatrique des bébés prématurés. Et puis, beaucoup d'autres études ont été faites. Vous savez qu'il y a eu énormément de progrès faits dans la prématurité, puisqu'on réanime des bébés de plus en plus petits, de plus en plus petits. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans le service, on ne descendait pas en dessous d'1,5 kg. Et on réanime aujourd'hui des 400 grammes. Alors, ce qui veut dire aussi, outre la plus grande immaturité, puisque c'est ça, prématuré, c'est qui ne sont pas mûrs, hein, la grande immaturité de ces bébés-là, ce qui veut dire aussi des réanimations extrêmement longues, extrêmement périlleuses, avec des tas de choses, d'incidents. Vous savez, de réanimation, un jour ça va, le lendemain ça ne va pas, avec une souffrance aussi des parents terrible, puisque d'un jour à l'autre, il faut beaucoup de temps pour que les médecins puissent dire à des parents, il va vivre, ne serait-ce qu'il va vivre. Donc ces réanimations sont de plus en plus douloureuses à vivre, pour les bébés certainement, physiquement et psychiquement, et aussi pour les parents. Et donc plus on a vu que ça allait durer, que c'était compliqué, que les bébés seraient coupés des familles pendant plus longtemps, plus on a décidé de mettre en place des études. Et il y en a une là qui est sortie en 2016 en France et dans les pays de langue française. C'est une grande étude qui s'appelle Épipage. Alors il y a eu un Épipage 1, il y a de ça une dizaine d'années, qui avait déjà donné des résultats comme quoi il y avait des troubles importants pour les enfants prématurés qui grandissaient. Et puis là maintenant, il y a un Épipage 2 qui est sorti en 2016, qui donne en effet un pourcentage plus élevé d'autisme, de dyslexie, d'hyperactivité, de ce qu'ils appellent les troubles de comportement, enfin les troubles sociaux, disent-ils, et les difficultés arrivées au CP à l'école. Alors, si vous voulez, j'ai apporté des chiffres. Alors, ce sont des chiffres intéressants parce qu'en 2000,
j'ai pas tous les chiffres d'épipage parce que l'étude est encore, c'est l'étude de 2016, mais ce qu'on voit très nettement marqué dans l'épipage, c'est une régression de l'importance des troubles. Ce qui veut dire qu'on a vraiment essayé, autour de la prise en charge des bébés, autour de ce qu'on appelle les soins de développement et les soins de confort dans les unités néonatales, on a vraiment essayé d'avancer beaucoup. Et si bien qu'il y a toujours une grande différence, c'est-à-dire statistiquement plus de problèmes, plus de risques de problèmes, disons. Il y a aussi des bébés prématurés qui n'ont pas de problème, grands prématurés. Et on a, mais là on a réduit. Alors par exemple, vous donnez une idée en 2006, je vous donne quelques chiffres. Alors, l'autisme. Pour des enfants nés à 26 semaines, 19% des enfants, et dans les 19%, il y a beaucoup plus de garçons que de filles, 19% des enfants étaient autistes en 2008, contre seulement 3,4% pour les enfants du groupe de contrôle, c'est-à-dire les enfants qui n'ont pas été prématurés. Alors, ce serait long aussi ça à vous expliquer, c'est une étude américaine. Donc 3,4% d'autisme dans la population, nous on n'a pas ça en France, enfin on n'a pas dans cette idée-là. Maintenant, tout devient homogène. Et puisque maintenant nous en France, et je pense ici en Bulgarie, on reprend les classifications américaines, donc évidemment on voit. C'est pour ça qu'on dit qu'on a plus d'autistes aussi en France, parce qu'on a changé nos classifications. Mais enfin, en Amérique à l'époque, c'était déjà ces classifications-là. 19%, vous vous rendez compte, c'est absolument énorme. Les TSA, hein, autisme, troubles du spectre autistique, c'est-à-dire troubles envahissants du développement, psychose, c'est très large. Troubles de la conduite. Ça aussi c'est américain, 12% pour la cohorte d'études, contre 5,4% pour les enfants pas prématurés. Déficit attentionnel, 33% pour les prémas, 6% pour les non-prémas. Troubles de la socialisation, 25% contre 5% pour les non-prémas. Régulation émotionnelle, 13% contre 4% pour les non-prémas. Et donc les auteurs là insistent sur le fait qu'il y a vraiment des recherches à mener et qu'il faut essayer de comprendre ce qui peut faire que ces enfants prématurés aillent si mal. Mais je vous dis, à une époque où il n'y avait pas l'idée d'un soin psychique à apporter au bébé, et il n'y avait même pas l'idée d'un travail sur le développement de l'enfant. Donc là, ça c'est épipage. Là, ils ont pris des bébés aussi très petits, hein, en dessous de 26 semaines. Là, je vous parle de... Parce que les études sont faites en termes de semaines, évidemment. On travaille sur les bébés qui sont nés à 28, les bébés qui sont nés à 25, les bébés qui sont nés entre 30 et 32. Voilà. Il faut 40 semaines pour faire un bébé, en principe. Donc, en dessous de 28 semaines, nous, on réanime... L'Office mondial de la santé interdit en principe de réanimer en dessous de 24. Mais au Japon, ils réaniment 22 en ce moment. Donc vous voyez, ça va de plus en plus loin. Donc là, ils ont fait tous les tests, le MCHAT, enfin tous les tests pour les dépistages des TSA, la dose et tout ça. Donc là, le dépistage TSA a été effectué chez 88% des enfants, et ils ont trouvé un positif chez 13% des enfants dépistés. 13%, c'était 17%, on a un peu baissé, mais 13% quand même. Retard de langage, 22%. Et puis troubles neurodéveloppementaux. Mais alors là, ce qui est intéressant dans Samsara pour nous, c'est que dans la cohorte, il n'y a aucun enfant atteint de troubles neurologiques. Dans l'épipage, il y a les troubles neurologiques. Par exemple, dans les troubles neurologiques, paralysie cérébrale, ils ont évidemment dans les prématurés, vous avez cécité, surdité, retard mental, retard de langage, défaut de comportement adaptatif.
Donc vous voyez, la conclusion là, c'est prévalence élevée de l'autisme infantile chez les grands prématurés, on est en mars 2016. Ainsi que la co-occurrence de troubles neurodéveloppementaux, dépistage TSA assez souvent positif. Cela constitue un argument supplémentaire en faveur d'une part d'un dépistage systématique des TSA et aussi d'un suivi important tout le long de la réanimation. Donc voilà où on en est à peu près, les chiffres que je peux vous donner. Donc effectivement, il y a des risques plus grands, mais c'est d'une logique absolue qu'il y ait des risques plus grands. Même si on ne pense pas en termes neurologiques, même si on ne se dit pas le cerveau de cet enfant a pu manquer d'oxygène à un moment ou à un autre, il y a des arrêts respiratoires, il y a des tas de choses comme ça dans le temps d'une réanimation. On reventile, on réanime. Qu'est-ce qui s'est passé le temps de cette réanimation quand son cœur s'est mis à battre beaucoup plus lentement? Évidemment qu'on on peut penser qu'il y a eu des troubles neurologiques, mais même qui ne se verraient pas aujourd'hui forcément à l'IRM. Mais même au-delà de ça, pour nous qui travaillons sur qu'est-ce que c'est un sujet, comment ça se construit un enfant, évidemment que ça paraît évident que dans les conditions d'une réanimation, où l'enfant est vraiment un objet essentiellement, un objet de soin, où la question, ça nous paraît évident que la question de la subjectivation du bébé est très compliquée, et du lien à l'autre. Nous, on sait bien qu'un enfant, il se fabrique aussi dans le lien aux autres et à la personne qui va se pencher sur son berceau et s'occuper de lui, évidemment. Là, il n'y a pas d'autre. C'est beaucoup contre ça qu'on se bat en réanimation, pour que l'autre absolu du bébé réanimé ne soit pas une machine. Parce que branché sur ces machines, le bébé peut vivre évidemment, mais il est pris en charge exclusivement pour une machine. Il n'a jamais faim, puisqu'il est nourri au goutte à goutte, il n'appelle pas. Enfin, vous voyez, tout ce que Freud, même sans parler de Lacan, même sans parler de Vanier, qui m'a appris beaucoup de choses sur les prémas, et avec son idée de la supposition de sujet, c'est vraiment là-dessus que tout le service travaille aujourd'hui. Mais même Freud, au tout départ, Freud quand même, l'autre secourable, tout l'étayage dont il parle, comment ça se construit un bébé qui va pouvoir imaginer que quelqu'un va venir, l'importance du moment où son cri, qui n'a absolument aucun sens, il crie, on pourrait dire, il crie physiologiquement le bébé. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un, étrange pour lui, qui pense qu'il appelle et qui vient lui donner à boire. Je vous parle des premières tétées, de quelques heures après sa naissance. Et là, le cri est transformé en appel. Il y a quelque chose d'une demande qui peut s'installer. Enfin, vous voyez, tout se construit comme ça. Vous imaginez bien qu'un bébé, vous verriez les bébés en réalité, enfin, vous avez vu, puisque vous avez vu le film, techniqué, comme disent les médecins, branché de partout. Et vraiment, s'il y a quelque chose avec quoi on travaille, c'est cette idée que quelqu'un vienne s'introduire entre la machine et le bébé. Sinon, l'autre absolu du bébé, c'est la machine. On sait que tous les bébés qui naissent s'identifient au monde qui les entoure. Et comment il va se construire si le monde qui l'entoure est ce pur réel, totalement incompréhensible, qui ne répond jamais à aucun appel, qui ne va jamais ne pas répondre, parce que pour la construction d'un bébé, c'est important aussi que la mère ne vienne pas tout de suite. Eh bien non, la machine est là, omnipotente, et ça tourne. Et comment voulez-vous que ce bébé devienne un bébé humain? Voilà. Donc on comprend bien, nous, ça nous semble évident qu'il faut vraiment penser les choses très très sérieusement et travailler avec les équipes pour que les bébés en réanimation aient une chance d'échapper peut-être aux séquelles qu'on trouve aujourd'hui dans toutes ces études. Voilà à peu près ce que je peux vous dire. Eh oui, et c'est souvent le cas. Ah oui. Oui.
dans tous les pays du monde, parce Mhm. que j'ai quand même parlé Oui. du travail là qu'on faisait en réa dans beaucoup de pays, l'Angleterre, l'Amérique, le Chili, il n'y a pas Mhm. longtemps. Ah. Et les psys qui travaillent dans ces services disent tous la même chose. Mhm. Tous la même chose. Mhm. C'est-à-dire que, bon, Mhm. très compliqué, on est mis Mhm. à l'écart, très compliqué. Et évidemment, en France, c'est pareil. Hein, là-dessus, c'est pareil. C'est aussi des résistances très fortes. Alors, Freud disait tant qu'ils ne seront pas d'accord, tant qu'ils résisteront, ce sera la preuve que j'avais raison. Mais évidemment, ça résiste, c'est impossible autrement. Mais bon, qu'est-ce que... Le problème, c'est qu'il n'y a pas une méthode. Beaucoup de gens me posent la question, c'est quoi le Ah oui. moyen? Comment on fait? C'est vrai que moi, j'ai vraiment eu des conditions de travail formidables. Alors, ça tient à moi sûrement, comme ça tient à chaque psy qui travaille dans chaque service, mais ça ne tient pas qu'à ça. Il faut une conjoncture favorable, à un moment favorable. C'est très très compliqué. Mhm. Il faut souvent quand même, ça s'appuie beaucoup sur le chef de service. Mhm. Si le chef de service est intéressé par le travail que pourrait faire un psy avec lui, ça change beaucoup la donne, évidemment. Hein. Mhm. Sinon, vous vous retrouvez avec quelques infirmières qui sont intéressées, mais les médecins ne viennent pas, s'en occupent pas. Mhm. C'est très hiérarchisé un service de médecine. Si le médecin-chef s'intéresse à ce que vous faites, les médecins vont se dire ah bon tiens c'est bizarre, il faut peut-être qu'on s'y intéresse. Vous voyez. Donc Mhm. tout va dépendre aussi de la personnalité des gens que vous allez rencontrer, mais aussi de votre personnalité. Mhm. Ça c'est certain. Donc on va en parler demain parce que je pense que c'est une question de transfert Mhm. justement. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu ça. Euh, et quelquefois, eh bien ça marche, quoi. Un transfert s'installe. Parce que s'il y a un conseil, vous voyez, les psychanalystes ne donnent pas de conseil, mais moi je vais vous donner un conseil. Il faut arrêter, quand on est psy dans un service de médecine, de se prendre au sérieux. Mhm. Voilà, Mhm. ça c'est un conseil général qu'on peut donner à tout le Mhm. monde. Quand je dis se prendre au sérieux, c'est-à-dire arriver dans un service où on pense qu'on détient un savoir que les médecins n'ont pas. Alors, c'est sûr, sauf que quand on le prend comme ça auprès d'un médecin, le médecin ne connaît qu'une forme de savoir. Hein. Donc nous, c'est un peu d'autre chose dont il s'agit. Si on commence à rivaliser sur son savoir à lui, c'est voué à la catastrophe, les mécanismes de défense vont flamber, et puis vous savez quoi, il aura bien raison de nous envoyer balader, parce que moi je crois que vouloir imposer comme ça le tout psychanalytique, oui, les bébés, c'est la question du désir, les parents, pourquoi ce bébé est prématuré. Je pense que si on prend les choses comme ça d'emblée dans le service, eh bien, d'une part, c'est voué à l'échec, et d'autre part, et de mon point de vue, c'est jamais que le signe, le tout psychanalytique. Vouloir l'imposer, c'est jamais qu'une résistance de plus à la psychanalyse. Voilà, la psychanalyse, c'est être à l'écoute de ce qui se passe, permettre que de la parole circule, permettre qu'il se passe des choses un peu différemment. Très vite savoir que dans un service comme ça, eh ben, tout le monde est en souffrance, tout le monde, les médecins aussi, les infirmières aussi, les puères, et que quand ils nous rejettent, c'est aussi parce que quelque chose de cette souffrance est très difficile à dire pour eux. Une souffrance terrible, hein, parce que chaque seconde, si je rate mon coup, cet enfant meurt. Si je me trompe de diagnostic, cet enfant meurt. Si je ne donne pas le médicament au bon moment, si je ne fais pas le bon geste de réa, il meurt. Et ils sont très très angoissés. C'est ce pouvoir-là de vie ou de mort entre les mains, c'est une bombe. C'est de la nitroglycérine. Pour eux, quand ils commencent à vous parler, quand vous arrivez à mettre en place des groupes, à les écouter, ils vous disent qu'ils ne dorment pas la nuit, quoi. Ils vous disent que c'est terrible. Donc dans un premier temps, si vous arrivez sur le mode « oui, parlez-moi de vos problèmes », évidemment qu'ils vous rejettent, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà, mais sinon, une recette vraiment, il n'y a pas.
c'est vrai qu'on a eu la chance que ces gens passionnants et passionnés étaient d'accord pour qu'on essaie de réfléchir à cette étude. Et on a monté une étude euh, qui n'a pas encore commencé, je vous dis tout de suite, donc je ne peux pas vous en donner les résultats, parce qu'elle n'a pas encore commencé. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas à un moment, Épipage, il avait été question qu'on rejoigne Épipage, l'étude dont je vous parle, qui est la grande étude nationale en France, mais et qu'on rejoigne les études qui ont été faites et qui sont encore menées, puisque maintenant ils veulent voir à 5 ans, à 10 ans, sur le temps de l'évolution des enfants. Donc l'épipage continue, il y aura un épipage 3, un épipage 4. Et ils nous ont demandé de rejoindre l'étude. Mais toutes les études faites à l'heure actuelle sont des études qui sont faites exclusivement sur les données des tests psychologiques. C'est-à-dire, est-ce que au test, au QI, on voit quand il y a eu une prise en charge psychanalytique ou psychologique dans le service, ou qu'il y a des psychologues ont travaillé, les études d'épipage, c'est surtout des psychologues, parce qu'il y a peu d'endroits actuellement en France où on travaille avec des psychanalystes. Et donc, voilà, des études qui sont faisables et qui ne coûtent pas trop cher, combien de fois la psychologue a vu les parents, est-ce qu'un travail a été possible, est-ce que l'enfant, on a fait tel type de... est-ce qu'on a surveillé autour de lui plus le bruit, plus les heures... Est-ce qu'on a, on a fait plus d'heures de présence pour les parents, plus souvent la mise dans les bras, enfin vous voyez, des études où on peut mesurer des choses comme ça, c'est là-dessus qu'est Épipage. Après, quand l'enfant a 18 mois, 2 ans, 3 ans, il s'intéresse à quel est devenu son quotient intellectuel, est-ce qu'il a des signes d'autisme. Donc c'est une étude avec des tests, essentiellement. Or l'idée que... Moi, ce que j'avais voulu essayer d'apporter comme étude, c'était une étude... évidemment, il y aurait eu des tests après coup aussi, mais c'est une étude... qui pourrait montrer que la prise en charge très très serrée des bébés, le travail avec l'équipe, la possibilité de mettre en place la supposition de sujet, qui est l'outil avec lequel on travaille dans le service, très tôt, d'emblée, tout de suite, à la naissance, et pour chaque personne qui travaille dans l'équipe, puisse travailler avec cet outil-là, c'était l'idée que mettre ça en place permettait un changement, c'est une idée très, très ambitieuse, permettait un changement un changement génétique. Oui. C'est-à-dire qu'on était parti, on part dans l'étude de l'idée. Vous savez qu'on sait maintenant, il y a eu des études, il y a la génétique et puis il y a l'épigénétique. L'épigénétique, c'est une science absolument passionnante qui fascine les généticiens et pour cause, qui montre comment l'environnement d'un sujet peut modifier, parce que la gaine de myéline, la méthylation qu'il y a sur les gènes ne va pas se faire de la même façon en fonction de l'environnement ou pas de l'environnement. Par exemple, tout est parti d'une étude absolument hallucinante avec les souris. Et là, évidemment, ça m'a donné l'idée quand j'ai vu cette idée. Une étude comme ça avec les souris où à la naissance, on enlève la mère. Et on met des tétines, la mère souris au bébé. Et puis on met des tétines, et puis voilà, on les laisse... Il n'y a personne pour les lécher, il n'y a personne, il n'y a pas de maman, dans les poils de qui ils peuvent aller s'enfouir et tout ça. Et là, les généticiens ont vu qu'il y avait un problème de méthylation des gènes dans les cas où il n'y avait pas la mère. Et quand ils réintroduisaient la mère, ça pouvait se reconstruire et repartir. Donc cette étude est absolument époustouflante. Et je me suis dit qu'on allait essayer de voir si ça faisait ça sur les bébés aussi. Mais ça voulait dire des études génétiques sur tous les bébés, aux différentes étapes du temps des réa, le temps des réa où il est seul, le temps du réa où on introduit la mère, qu'est-ce qui se passe quand on introduit la mère plus tôt et quand on fait une mise dans les bras plus tôt. Donc c'est une étude qu'on a toujours l'intention de faire, sur laquelle on travaille maintenant.
Le problème, c'est que c'est très nouveau, la possibilité d'étudier la méthylation, et il fallait envoyer les échantillons. D'abord, il fallait pouvoir faire les examens qui permettaient de repérer ça, hein. C'est pas dans la salive ou même une prise de sang. Et il fallait pouvoir envoyer les échantillons à l'époque à Toronto, qui était le seul laboratoire. Enfin bon, vous voyez le genre. Donc on a fait notre étude, on a dit combien ça coûtait, et là on nous a dit non. Donc là, on est en train de réfléchir avec Arnold Munich, vous savez, qui est le généticien de Necker, parce qu'il commence lui à Necker à faire cette étude-là. Donc à partir du, enfin, à faire cette étude sur la méthylation. Donc à partir du moment où ils vont être en place à Necker pour pouvoir le faire sur un peu une plus large échelle, nous on relancera l'étude qui permettrait de montrer comment la supposition de sujet joue sur l'épigénétique. Vous voyez, c'est une étude ambitieuse, mais je trouve que ça, ce serait vraiment formidable de pouvoir montrer.